À plus de 12 km de profondeur, au cœur de la Terre, un forage qui a duré plus de 25 ans, puis qui a été soudainement scellé. Quelle découverte incroyable les scientifiques ont-ils faite là-bas? Reste jusqu'à la fin car cette histoire est absolument fascinante. Bienvenue à tous. Une course vers le centre de la Terre, ça fait penser à un roman de Jules Verne, mais ça s'est vraiment passé. Alors que les États-Unis et l'Union soviétique se disputaient la suprématie dans l'espace dans les années 1960, une autre course, bien moins connue, faisait rage au même moment. Qui peut s'enfoncer le plus profondément dans les entrailles de la Terre? Si les histoires fascinantes sur les exploits techniques te passionnent autant que moi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne dès maintenant, ça ne coûte rien, tu ne manqueras plus aucune vidéo et tu m'aideras énormément. Merci beaucoup à tous. Commençons par un méga projet qui va littéralement très loin. En effet, sur la péninsule de Kola, à l'extrême nord de la Russie, non loin de la frontière norvégienne, des scientifiques soviétiques ont foré un trou pendant plus de 2 décennies. Aujourd'hui, il ne reste ici qu'une simple plaque de regard. Mais en dessous se cache quelque chose d'immense. Le forage super profond de Kola, d'une profondeur de 12 262 mètres, le trou le plus profond jamais foré dans la Terre par l'homme. Pour te donner une idée, si tu empilais le mont Everest et le mont Fuji l'un sur l'autre et que tu les enfouissais dans le sol, tu atteindrais une profondeur similaire à celle du forage ultra profond de Kola. Il est en fait légèrement plus profond que la fosse des Mariannes, avec un diamètre à peu près de la taille de ta main. Imagine ça, un trou fin comme une feuille de papier s'enfonçant sur des kilomètres dans la Terre, comme une minuscule piqûre d'épingle dans la peau de notre planète. Pourquoi les soviétiques ont-ils commencé à forer précisément à cet endroit en 1970? La péninsule de Kola offre un accès direct aux roches les plus anciennes de la Terre. Normalement, ces roches anciennes sont enfouies sous des couches de sédiments plus récents, épaisses de plusieurs kilomètres. Mais ici, sur la péninsule de Kola, des roches vieilles de plus de 2 milliards d'années sont à nu. Le projet a démarré en mai 1970 avec des objectifs ambitieux. Les chercheurs voulaient forer à au moins 15 km de profondeur pour percer les secrets de la croûte terrestre. Ils voulaient comprendre comment notre planète est structurée, comment les tremblements de terre se produisent et s'il pouvait même y avoir de la vie là-dessous. Les premières années de forage se sont en fait déroulées sans encombre. En 1975, après 50 forages, ils avaient déjà atteint 7 km. Pendant ce forage scientifique, les chercheurs devaient extraire avec soin des échantillons de roches sans les endommager. Ce processus s'appelle le carottage et il prend énormément de temps. Mais l'effort en valait la peine car ce que les scientifiques ont découvert à ces profondeurs a bouleversé certaines théories existantes. D'abord, la discontinuité de Conrad attendu, c'est-à-dire la transition du granit au basalte, n'existait tout simplement pas. D'après les mesures sismiques, les géologues s'attendaient fermement à trouver cette transition. Mais la roche s'est comportée de manière tout à fait différente de ce qui était prévu. La deuxième découverte était encore plus incroyable, de l'eau. Et cela à des profondeurs de 6 à 7 km, là où il ne devrait en réalité pas y avoir d'eau. Pas seulement quelques gouttes, mais de véritables fissures et crevasses contenant de l'eau dans la roche. Les chercheurs ont soupçonné que la pression extrême à ces profondeurs avait expulsé l'eau des réseaux cristallins de la roche. Mais le clou du spectacle était encore à venir, des fossiles. À 7 km de profondeur, les scientifiques ont trouvé des fossiles microscopiques d'organismes marins unicellulaires et ils étaient anciens, vieux de 2 milliards d'années. 24 espèces différentes ont été identifiées. Mais aussi passionnantes que fussent ces découvertes, le plus grand défi restait à venir pour les ingénieurs. Car plus ils foraient en profondeur, plus il faisait chaud. Jusqu'à environ 3 km de profondeur, tout correspondait aux prévisions. À 12 km de profondeur, ils ont mesuré des températures de 180 degrés Celsius, presque 2 fois plus élevées que les 100 degrés prévus. À de telles températures, les roches se comportent soudainement très différemment. Elles deviennent beaucoup plus molles. En même temps, leur densité augmente aussi. Pour le matériel de forage, c'était un désastre. Les trépans s'usaient beaucoup plus vite et le trou de forage lui-même risquait constamment de s'effondrer sous l'énorme pression. En 1984, à une profondeur de 12 km, le train de tige s'est brisé. Plus de 5 km de tiges de forage ont tout simplement dû être coupées et abandonnées dans les profondeurs. Les ingénieurs ont dû recommencer à 7 km et forer ce qu'on appelle un sidetrack. 5 ans plus tard, en 1989, ils ont atteint la barre magique des 12 262 mètres. À ce jour, ça reste le point le plus profond jamais foré.
Mais la combinaison de la chaleur extrême, des problèmes techniques et des difficultés financières et politiques qui ont suivi l'effondrement de l'Union soviétique a rendu impossible la poursuite du forage. Les travaux ont été suspendus en 1992 et le site a été définitivement scellé en 2005. Aujourd'hui, il ne reste plus que des ruines et ce couvercle rouillé. Mais les découvertes scientifiques valent leur pesant d'or. On a dû revoir complètement nos modèles de répartition de la température à l'intérieur de la Terre. On sait désormais que la croûte terrestre est bien plus perméable qu'on ne le pensait auparavant. Et on a appris que même dans les environnements les plus extrêmes, des traces de vie peuvent être préservées. Une découverte qui est aussi extrêmement importante pour la recherche de vie sur d'autres planètes. Mais jusqu'à quelle profondeur pourrait-on vraiment forer si on disposait de la technologie adéquate ? Théoriquement, il faudrait traverser toute la croûte terrestre, environ 30 km, pour atteindre le manteau. Mais vu les températures qui y règnent, estimées à 500 degrés Celsius et plus, on aurait besoin de matériaux totalement nouveaux. Actuellement, par exemple, le projet Shenditake est en cours dans le désert du Taklamakan en Chine, où un forage vertical a atteint une profondeur de 10 910 mètres, non seulement pour exploiter des réserves de pétrole et de gaz, mais aussi pour étudier spécifiquement les structures géologiques en profondeur. À cela s'ajoute le projet Iceland Deep Drilling, qui fore dans des sources géothermiques à haute température à plus de 4000 mètres de profondeur. Chaque nouveau forage nous rapproche non seulement du manteau terrestre, mais nécessite aussi de nouvelles avancées techniques. Peut-être qu'un jour on arrivera à battre le record des soviétiques, peut-être que les générations futures riront de nos maigres 12 km. Le forage de Kola reste un monument impressionnant à la curiosité humaine et la preuve que les mystères de notre propre planète sont au moins aussi fascinants que l'immensité de l'espace. Passons maintenant à une autre entreprise monumentale, car tandis que l'Occident suivait la course à la Lune avec le souffle coupé et que les missions Apollo faisaient la une des journaux, l'Union soviétique avait déjà en ligne de mire un objectif encore plus ambitieux. Mars, la planète rouge, notre énigmatique voisine dans l'espace. Dans les années 1960 et 1970, les Soviétiques ont envoyé mission après mission vers Mars. Ce que les ingénieurs et scientifiques soviétiques ont accompli et enduré à l'époque est vraiment remarquable. Les premiers pas vers la planète rouge ont été tout sauf faciles. Dès octobre 1960, l'Union soviétique s'est lancée dans ses premières tentatives de lancement. 2 sondes devaient se rendre sur Mars, mais les 2 fois, les fusées ont échoué. Le vaisseau spatial n'a même pas atteint l'orbite terrestre. La première véritable percée a eu lieu en 1962 avec Mars 1. La sonde a été lancée le 1er novembre et était techniquement impressionnante. Pesant un peu moins de 900 kg, elle était équipée d'un système de caméra et d'un spectrographe UV. Après le lancement, les ingénieurs ont découvert que la pression dans les réservoirs de carburant était tombée à zéro. Une valve n'avait pas été fermée correctement et au début, cela ne semblait pas poser de problème. Tant que la sonde était assez proche du Soleil, ses gyroscopes pouvaient la stabiliser. Mais plus Mars s'éloignait du Soleil, moins les cellules solaires fournissaient d'énergie. Le 21 mars 1963, à 106 millions de kilomètres de la Terre, le contact a finalement été perdu. La sonde est passée près de Mars 3 mois plus tard, en silence et sans aucun moyen de communication. Les années 1960 ont été marquées par d'autres revers. En 1969, le lancement de 2 nouvelles sondes martiennes était prévu, cette fois avec la fusée Proton, nettement plus puissante, capable de transporter plus de 3800 kg dans l'espace. Mais les 2 lancements se soldèrent par des échecs catastrophiques. Dans un cas, la fusée explosa à une altitude de seulement 50 mètres et le site de lancement fut contaminé par des propergols toxiques pendant des mois. Mais enfin, en 1971, une lueur d'espoir apparut. Mars 2 et Mars 3, 2 sondes identiques d'une masse au lancement de 4650 kg chacune, atteignirent effectivement la planète rouge en 1971. C'étaient les engins spatiaux les plus lourds que les soviétiques aient jamais envoyés sur Mars et chacun transportait un atterrisseur pesant environ 450 kg. Ce qui les rendait spéciaux, c'est que ces atterrisseurs embarquaient de petits rovers de type Prop-M conçus pour se déployer de manière autonome. Ils étaient équipés d'un câble de 15 mètres de long pour la transmission de données. Mais là aussi, le destin s'en est mêlé de manière malheureuse. Sur Mars 2, le système de contrôle automatique a échoué. L'atterrisseur est entré dans l'atmosphère à un angle trop raide et s'est probablement écrasé près de la chaîne de montagnes martiennes Hellespontus Monte. Mars 3, en revanche, a bel et bien réussi. La sonde s'est posée au bord du cratère Ptolémée et a commencé à transmettre une image. Mars 3 a donc été le premier atterrissage en douceur réussi sur Mars de l'histoire de l'humanité. Mais après seulement 20 secondes, l'atterrisseur s'est tu. Les scientifiques soupçonnent qu'une énorme tempête de poussière mondiale qui faisait rage sur Mars à ce moment-là a mis les composants électroniques hors service.
C'était à la fois frustrant et fascinant car Mars 3 a transmis cette image. À ce jour, le débat fait toujours rage. Est-ce qu'on voit vraiment la tempête de poussière martienne ici ou juste des parasites radio? Les orbiteurs Mars 2 et 3 ont bien atteint leurs orbites, mais là non plus, tout ne s'est pas passé sans accroc. Les caméras ont enregistré des images sur pellicule, mais avant même que la tempête de poussière ne se calme, les particules de poussière avaient déjà exposé la pellicule. Il existe néanmoins quelques images provenant de l'orbiteur Mars 3. À gauche, on voit l'atmosphère martienne, bien définie, et à droite, quelques régions montagneuses près de l'équateur martien. Bien sûr, beaucoup de détails ne sont pas visibles, mais n'oublie pas que ces images datent de 1971 et ont été transmises à la Terre depuis une distance de plusieurs millions de kilomètres. Et puis, il y a cette photo de Mars prise depuis une plus grande distance par le satellite Mars 3. À droite, l'original, à gauche, la version colorisée. En 1973, les missions Mars 4 à 7 ont suivi. Ces missions avaient pour but de réussir un atterrissage sur Mars avant les sondes américaines Viking. Mais le timing n'était pas favorable, Mars n'était pas dans une position optimale par rapport à la Terre, les sondes devaient être plus légères et puis une catastrophe technique a frappé. Quelques mois avant le lancement, les ingénieurs ont découvert que les transistors de l'alimentation électrique étaient corrodés. Le fabricant avait remplacé l'or par de l'aluminium. Changer la production aurait pris 6 mois, le lancement a donc été reporté à 1975. Mais les dirigeants politiques en ont décidé autrement. Les sondes devaient partir quand même, avec seulement 50% de chances de réussite. Et ça s'est passé comme ça devait se passer. Mars 4 a atteint Mars, mais l'électronique était déjà en panne. Mars 5 est entré en orbite avec succès et a transmis une centaine de photos, mais a ensuite également échoué. Mars 6 a réussi à larguer son atterrisseur qui a même effectué des mesures jusqu'à son atterrissage. On suppose toutefois qu'il s'est écrasé à la surface. Et Mars 7, l'atterrisseur a été largué 4 heures trop tôt et est passé à 1300 km de Mars. 4 missions, 4 échecs. Sur les 14 sondes lancées, seul Mars 5 a été un succès relatif. D'autres tentatives ont suivi plus tard, Phobos 1 et 2 en 1988 qui devaient étudier la lune martienne Phobos. Phobos 1 a été perdu en route, Phobos 2 a atteint l'orbite de Mars mais a échoué avant de pouvoir déployer l'atterrisseur. La mission Phobos 2 a néanmoins capturé des images impressionnantes de la lune martienne. Phobos a un diamètre d'environ 22 km seulement. Naviguer jusqu'à lui avec une telle précision et le photographier représentait donc un défi de taille. Sur certaines photos de la surface martienne prises par Phobos 2, on peut même voir l'ombre allongée de Phobos. En 1996, Mars 96 a échoué au lancement et en 2011, bien après l'effondrement de l'Union soviétique, la mission russe Phobos Grunt a été lancée, une sonde spatiale qui n'a jamais dépassé l'orbite terrestre et a fini par s'écraser. Mars est et reste incroyablement difficile à atteindre. Plus de la moitié de toutes les missions vers Mars, pas seulement les missions soviétiques, mais celles du monde entier, ont échoué. La planète rouge a vraiment mérité sa réputation de cimetière spatial. Les ingénieurs et scientifiques soviétiques avaient du courage et de la vision. Ils ont tenté des choses qui étaient techniquement à la limite du possible et l'ont souvent dépassé. Mais les voyages spatiaux sont impitoyables. Une petite erreur, un transistor corrodé, une valve laissée ouverte et des années de travail sont réduites à néant. Mais comme on le sait tous, c'est de nos erreurs qu'on apprend le mieux. Et même si les soviétiques n'ont connu qu'un succès limité sur Mars, ils ont enseigné à l'humanité de précieuses leçons. Les missions martiennes actuelles de la NASA, de l'ESA, de la Chine et d'autres bénéficient de ces premières expériences, souvent douloureuses. Ces missions ont fourni les premières données de mesure réelles sur l'atmosphère martienne, les tempêtes de poussière et les conditions extrêmes lors de l'entrée, de la descente et de l'atterrissage. Surtout, les succès brefs mais historiques de Mars 3 ont démontré à quel point l'électronique météorologique et la redondance sont cruciales sur Mars. Ces enseignements ont été directement intégrés dans les concepts d'atterrissage ultérieurs. Bon nombre des normes actuelles, des ordinateurs de bord plus robustes aux meilleurs systèmes de protection contre la poussière et la chaleur, ont également vu le jour à la suite de ces échecs soviétiques. Mais toutes les expériences soviétiques n'étaient pas soigneusement planifiées et mûrement réfléchies. Parfois, elles étaient purement scientifiques, et parfois, elles impliquaient des coïncidences incroyables. Pose-toi simplement cette question: que se passe-t-il si tu passes la tête dans un accélérateur de particules? Quelque chose qui ne devrait jamais arriver. Eh bien, cette question très bizarre a trouvé une réponse spectaculaire en 1978. C'est exactement ce qui est arrivé à Anatoly Bogorsky, un physicien russe qui travaillait à l'Institut de physique des hautes énergies de Prudvino, en Russie,
qui faisait alors encore partie de l'Union soviétique. L'Institut s'était fixé pour objectif d'étudier les particules subatomiques et les propriétés de la physique nucléaire, et Bogorsky participait à un projet de recherche spécial axé sur la construction d'accélérateurs de particules. Les accélérateurs de particules sont des appareils qui accélèrent des particules subatomiques à des énergies élevées afin de les étudier lorsqu'elles entrent en collision les unes avec les autres. Et les résultats de ces collisions peuvent, dans le meilleur des cas, améliorer notre compréhension des propriétés fondamentales du cosmos. À la fin des années 1970, Bogorsky travaillait sur le plus grand accélérateur de particules soviétique, le synchrotron U-70, capable d'accélérer des protons jusqu'à des énergies de 76 gigaélectronvolts. Un travail vraiment passionnant, mais le 13 juillet 1978, Bogorsky aurait sans doute préféré un peu moins de sensations fortes. Bogorsky voulait examiner un problème avec le tube à faisceau, le tube à l'intérieur duquel les particules sont accélérées. Alors qu'il passait la tête dans le tube, l'impensable s'est produit. Un faisceau de protons a traversé le tube à toute vitesse et lui a transpercé le crâne. La raison ? Une erreur humaine. L'accélérateur a été activé par un collègue qui voulait lui aussi résoudre le problème qui avait poussé Bogorsky à passer la tête dans le tube. Qu'est-il arrivé à Anatoly Bogorsky à ce moment-là ? Eh bien, il a survécu et a donc pu décrire en détail comment il a perçu le faisceau de protons traversant son cerveau. Selon son propre récit, il a vu une lumière plus brillante que 1000 soleils, mais n'a ressenti aucune douleur. Il n'y avait pas non plus de blessures externes. Le faisceau de protons était si puissant qu'il a traversé le crâne de Bogorsky sans le transpercer. Le faisceau a traversé son crâne à une vitesse telle que les dommages se sont concentrés sur une zone très petite et sa peau externe est restée en grande partie intacte. À l'intérieur du cerveau de Bogorsky, cependant, le faisceau de protons a causé des dommages aux tissus et aux cellules. Les lésions des fibres nerveuses contrôlant ses muscles faciaux ont entraîné une paralysie faciale partielle. Le faisceau de protons a également endommagé les cellules nerveuses de l'oreille de Bogorsky, ce qui a entraîné des acouphènes persistants. Mais c'est tout. Bogorsky a sorti sa tête du tuyau en acier, le cerveau transpercé par un faisceau de protons à haute énergie, et les seules séquelles ont été une paralysie faciale partielle et des acouphènes. Vu ce qui s'est passé, on peut vraiment parler d'un mal pour un bien. Le faisceau de protons aurait pu causer sa mort ou des blessures graves. Sa chance, cependant, c'est que le faisceau a traversé son cerveau si rapidement et avec une telle énergie que des dommages majeurs ont été évités. Le faisceau a pénétré à l'arrière de la tête de Bogorsky, traversant les lobes occipital et temporal de son cerveau ainsi que son oreille moyenne gauche avant de ressortir par le côté gauche de son nez. Ces parties de sa tête ont reçu une dose de rayonnement de 200 000 à 300 000 Röntgen. L'exposition annuelle moyenne au rayonnement pour nous n'est normalement que de 0,3 Röntgen. Le faisceau de protons traversant le cerveau de Bogorsky a déclenché une cascade d'événements qui a conduit à une inflammation des tissus cérébraux touchés. À ce jour, personne ne sait comment il a survécu. Le docteur David Brenner, chef du département de radiobiologie au centre médical de l'Université de Columbia, déclare « Le cerveau est une structure très fragile et lorsqu'il est exposé à de fortes doses de rayonnement, il peut subir de graves lésions. Une dose de rayonnement aussi élevée que celle qu'a reçue Bogorsky aurait normalement dû lui être fatale. La vitesse du faisceau, l'angle d'entrée précis, la région neuronale exacte qui a été touchée et la forte capacité de régénération de son cerveau étaient probablement optimales. Si une seule petite variable avait été ne serait-ce qu'un tout petit peu différente, Anatoly Bogorsky serait mort aujourd'hui. C'est vrai, il est toujours en vie et a aujourd'hui 83 ans. Son espérance de vie n'a apparemment pas été affectée par l'incident. C'est notamment à cause de cet accident que les mesures de sécurité dans les accélérateurs de particules sont aujourd'hui beaucoup plus strictes. Dans des installations comme le CERN en Suisse, les conduites de faisceaux sont bien mieux blindées et les protocoles de sécurité sont bien plus stricts. De plus, il existe ce qu'on appelle des beam dumps, où en cas d'urgence, l'énergie des protons est convertie en toute sécurité en énergie thermique, pouvant atteindre 800 degrés. Aussi tragique que soit l'histoire d'Anatoly Bogorsky, elle nous a beaucoup appris sur les effets des rayonnements à haute énergie sur le cerveau humain et a considérablement amélioré les mesures de sécurité dans les accélérateurs de particules. J'espère que tu as maintenant un meilleur aperçu du monde des méga-projets soviétiques. Je te tiendrai au courant ici, sur cette chaîne, avec plein d'autres histoires folles issues du monde de la science. Alors si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner et de nous laisser un pouce vers le haut. Et maintenant, tournons notre attention vers un phénomène météorologique passionnant qui se déroule actuellement en Europe. Un énorme nuage venu du Sahara s'est dirigé vers nous et teinte le ciel de rouge. Des milliers de tonnes de poussière saharienne flottent au-dessus de l'Europe, provoquant des phénomènes fascinants comme la pluie rouge et même ce qu'on appelle des parélies.
Pour tout savoir sur cette rencontre passionnante entre l'Afrique et l'Europe, découvrir les images originales spectaculaires et comprendre comment ce phénomène se produit, n'oublie pas de cliquer sur la vidéo affichée dans le coin en haut à droite. Comme toujours, tu trouveras une autre vidéo sur la science et l'espace dans le coin en bas à droite. Sinon, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi.